nous allons continuer en fait la série donc, de sessions sur en fait les boucles. Alors, nous avons examiné la boucle while aujourd'hui, qui s'appelle donc la boucle tank. C'est la boucle tank. Aujourd'hui, nous allons examiner la boucle for. La boucle for qui signifie pour. Donc, c'est le deuxième type de boucle que vous pouvez donc utiliser en langage C. Et donc, sans tarder, donc, on va expliquer basiquement donc, la structure de la boucle for. Et donc, vous pourrez utiliser tantôt la boucle while, tantôt la boucle for. Et après, on verra une dernière boucle qu'on appelle en fait la boucle répétée tant que, c'est-à-dire la boucle do while. Alors, donc, sans tarder, donc, je vais donc présenter donc l'écran. Un instant. Have anything ancient to trade? Needs to be at least 2 centuries old. Je vais partager l'écran un instant. If you find anything exotic, bring it. Voilà. Excusez-moi. Have anything ancient to trade? Needs to be at least 2 centuries old. Excusez-moi un instant. Alors, oui. Donc, excusez-moi. Apparemment, il y a un peu de performance. Voilà. Donc, il y a un problème d'écho. Bon, excusez-moi, il y a un peu. If you find anything exotic, bring it to me. If you find anything exotic, bring it to me. Have anything ancient to trade? Needs to be at least 2 centuries old. Ok, je suis de retour sur la plateforme. Donc, voilà. Okay. Voilà, je pense que donc vous tous actuellement, vous voyez donc mon environnement CodeBlocks. Et donc, je pense que donc si vous le voyez, c'est bon. Donc, un instant, il va se charger l'environnement CodeBlocks.
Vous ne le voyez pas pour le moment, hein, mais sous peu de temps, c'est peu de temps. Voilà, donc maintenant, je pense que tout le monde voit mon environnement CodeBlocks. Normalement, donc, normalement, vous voyez, vous avez tout à l'heure mon environnement et vous voyez mon écran. En principe, je pense que tout le monde voit mon écran, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, donc très bien. Donc, voilà. Alors, première des choses, donc j'ai préparé donc, un dossier que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, dans ce dossier, la dernière fois, on avait écrit en fait 3 programmes avec la boucle while. Alors, donc vous voyez, j'ai créé un dossier appelé Visio Programme C. Et donc, c'est ce dossier-là qui va contenir en fait l'ensemble des ressources du cours. Et donc, vous avez en fait ici les programmes, vous voyez, while 1, while 2, while 3, qui correspondent en fait aux 3 programmes. Alors, excusez-moi, je vais d'abord enregistrer la session là, avant qu'on commence là. Session. C'est pas pratique là. J'ai l'impression que... Excusez-moi, un instant. Je vais enregistrer la session. Je suis en train de voir... Excusez-moi. Donc, je vais enregistrer la session. Donc, je ne vois pas en fait... Excusez-moi. C'est pas pratique là. Je ne vois pas en fait... J'ai enregistré la session là, mais... Vous voyez mon écran toujours. Voilà. Maintenant, donc session. Mais normalement, on doit pouvoir enregistrer la session, mais je ne vois pas. Je ne vois pas là où on enregistre cette session. Apparemment, je vais vérifier ici. Il n'y a pas l'option aujourd'hui. Parce que normalement, même chez nous, normalement, ça s'affiche, mais nous, on ne peut pas activer ça. Et c'est pas affiché aussi. Je ne vois pas l'option enregistration, comme la dernière fois là. Oui, c'est pas affiché. C'est pas affiché. Voilà, même chez nous aussi, c'est pas affiché. Mais vous voyez mon écran quand même. Oui, monsieur, on voit votre écran. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, donc, alors je vais continuer donc l'explication en fait, puisque vous voyez mon écran. Donc, voilà. Et donc là, donc j'expliquais, donc je vais d'abord, donc, comme ça. Donc moi-même, je vais enregistrer une vidéo comme d'habitude. Je vais enregistrer une vidéo au format donc, MP4. Alors, pour chaque coup, donc là, je demande l'enregistrement. Voilà. Donc actuellement, la session est en train d'enregistrer sur mon PC à l'aide de l'outil Camtasia Studio. Et donc, je voulais d'abord vous montrer ce dossier-là qui s'appelle Visio Programme C. Alors, tous les programmes seront dans ce dossier. Et vous avez justement une vidéo ici MP4, une vidéo MP4, donc où vous avez le contenu de la session précédente, le vidéo MP4. Et donc, ce dossier de ressources-là, donc, je vais passer progressivement donc, à l'ESTEM. Et après chaque semaine de cours, donc, je transmets le contenu de ce dossier avec un fichier lisez-moi qui va expliquer en fait un fichier lisez-moi qui va en fait détailler le contenu le rôle de chaque programme. Et vous avez les vidéos qui seront donc dans ce dossier. Donc, pas de problème, même si on n'a pas aujourd'hui l'option d'enregistrement de la session. Donc, j'ai activé actuellement Camtasia. Donc, vous voyez que actuellement, notre session est en train d'être enregistrée via Camtasia Studio. Voilà. Donc, maintenant, on a vu une première boucle qui s'appelle la boucle while. Alors, la boucle while, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la boucle while comporte en fait 3 parties. Une partie initialisation. Alors, la partie initialisation permet en fait d'attribuer donc à des variables qui sont dans la condition et dans la boucle des valeurs initiales. Puisque au niveau de la condition, vous avez des variables. Dans la boucle aussi, vous avez des variables. Alors, la phase d'initialisation est exécutée qu'une seule fois avant la boucle, une seule fois.
Et cette phase consiste à attribuer, donc, comme je l'ai dit, des valeurs initiales aux variables qui sont dans la condition et dans la boucle. Alors, la boucle while, comment je rappelle que C est la condition. Donc, vous indiquez ici, dans while, la condition pour laquelle la boucle est répétée. Alors, la boucle B est constituée d'une instruction ou de plusieurs instructions, et ces instructions vont faire l'objet d'une répétition tant que la condition C est vraie. Et donc, si la condition C est fausse, dès le début, il n'y aura jamais d'exécution de boucle, ou après un certain nombre de répétitions, dès que la condition D est fausse, c'est l'arrêt de la boucle. Donc, on a vu la boucle while. Maintenant, il y a une autre boucle qu'on appelle maintenant la boucle for. Alors, cette boucle for, comment elle fonctionne? Alors, vous avez for, vous écrivez le mot-clé for, et il y a trois principales expressions. Il y a expression 1, expression 2, expression 3. Donc, alors, et vous avez B ici, B. Donc, B représente quoi? Tout d'abord, B représente l'instruction ou le groupe d'instructions qui doit faire l'objet d'une répétition. L'instruction ou le groupe d'instructions qui doit faire l'objet d'une répétition dans la boucle for. Alors, s'il y a plus d'une instruction, mais vous placez B dans un bloc, c'est-à-dire dans une structure avec accolade ouverte et accolade fermée. S'il y a plus d'une instruction dans B. Maintenant, à quoi sert expression 1? Alors, dans for, expression sert au universal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Hein. Je pense que vous voyez toujours l'écran, donc c'est bon. Alors, donc, dans for, on se trouve avec trois expressions séparées par un point-virgule. Vous voyez, point-virgule. Alors, maintenant, l'expression 1 sert aux initialisations. L'expression 1 sert aux initialisations, comme c'était le cas dans la boucle while. Donc, alors, l'expression 1 donc sert aux initialisations, et l'expression 1 n'est exécutée qu'une seule fois. Donc, à l'entrée de la boucle, ça veut dire expression 1 exécutée une seule fois. Après l'exécution de l'expression 1, qu'est-ce qui va se passer? L'expression 2 est testée. Alors, l'expression 2, justement, correspond à une condition. Une condition peut avoir quelle valeur? La valeur vraie ou faux. L'expression 2 correspond à une condition. Et si la condition est vraie, B est exécutée. B est exécutée à condition que l'expression 2 soit vraie. Et après l'exécution de B, l'expression 3 est alors exécutée. Donc, je répète, dans la boucle for, vous avez trois principales expressions qui sont séparées ici par un point-virgule. Alors, l'expression 1 sert aux initialisations, avant la boucle, aux initialisations, comme c'est le cas dans la boucle while. L'expression 2, après l'exécution de l'expression 1, l'expression 2 est automatiquement testée. Alors, l'expression 2 correspond justement à une condition. Et si la condition est vraie, l'expression 3 n'est pas exécutée. Hein. C'est d'abord B qui est exécutée, B, la boucle B, c'est-à-dire les instructions qui doivent faire l'objet d'une répétition. Et c'est après l'exécution de B que l'expression 3 est exécutée. Alors, l'expression 3 est exécutée. À quoi sert l'expression 3? En général, ça sert à incrémenter ou décrémenter. Incrémenter ou décrémenter. Et après l'exécution de l'expression 3, on revient tester l'expression 2. Donc, ça veut dire que chaque fois que l'expression 3 est exécutée, tout de suite, l'expression 2 est encore retestée. L'expression 2 est retestée. Et si l'expression 2 est vraie, la boucle est encore quoi? Exécutée. Et ensuite, l'expression 3. Donc, ça veut dire quel cycle on a? On a donc expression 1 exécutée une seule fois. Après l'exécution de l'expression 1, qui sert à l'initialisation des variables qui sont dans la boucle, l'expression 2 est automatiquement testée. Si l'expression 2 est vraie, la boucle est alors exécutée. Et après l'exécution de la boucle, qu'est-ce qui est fait automatiquement? L'exécution de l'expression 3. L'exécution de l'expression 3. Et l'expression 3 sert à faire quoi? Incrémenter en général ou décrémenter. Et après l'exécution de l'expression 3, l'expression 2 est encore testée. Si elle est vraie, B est encore quoi? Exécutée. Et ensuite, après B, l'expression 3. L'expression 3 teste l'expression 2. Si c'est vrai, B est encore exécuté. Donc, ce qui fait que, donc, quel cycle on a? Expression 1, une fois. Test expression 2. Vrai, B. Après B, expression 3. Test encore expression 2.
et on sort de cette boucle quand l'expression 2 devient fausse, c'est-à-dire quand la condition E devient fausse. Alors, donc, voilà comment en fait fonctionne cette boucle. Et donc ça veut dire que si je résume, qu'est-ce qu'on a d'abord? Je vais utiliser par exemple OneNote là, pour que vous compreniez mieux. OneNote. Voilà. Excusez-moi, hein. J'ai dû prévoir ça. Alors, OneNote. Voilà, OneNote. Alors, je montre ici très rapidement ce qui va se passer là, pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, nouveau. Oh. Okay. Okay. Un instant, hein. Je vais vous expliquer de manière schématique comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais rapidement vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc, alors, donc tout d'abord, donc, excusez-moi, donc, alors, je vais sélectionner un rectangle, et donc là, voilà. Alors, qu'est-ce qui est... excusez-moi, j'ai choisi un crayon. Voilà. 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 OK. Donc, voilà. Donc là, au début, qu'est-ce qui est fait ici? Là, c'est l'expression 1 qui est d'abord exécutée. Expression 1. Expression 1. Donc, voilà. Voilà, l'expression 1 est d'abord exécutée. Ensuite, automatiquement, après l'expression 1, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'expression 1. Et après l'expression 1, justement, donc une condition est testée. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a... nous avons ici l'expression 2. Alors, pour l'expression 2, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez ici, donc, un texte. Je mets ici expression 2. Alors, pour l'expression 2, il y a deux cas possibles. Donc, ça veut dire que l'expression 2, il se peut que la condition soit comment? Fausse. L'expression 2 est une condition. Hein? Il y a deux cas possibles. Donc, voilà. Deux cas possibles. Alors, maintenant, soit l'expression là, elle est fausse. Si elle est fausse, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ici, on aura ici donc la sortie. Excusez-moi, le dessin rudimentaire, hein, excusez-moi. On a automatiquement la sortie si l'expression 2 est fausse. Sortie de la boucle. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Là, donc, on va voir quoi? Donc là, vous allez avoir, donc, excusez-moi. Excusez-moi, donc, dessin, excusez-moi. Voilà, voilà. Donc là, alors, donc,
là d'abord, il y a quelle possibilité? Soit l'expression est vraie. Si l'expression 2 est vraie, l'expression 2 est une condition. Alors, si l'expression 2 est vraie, mais qu'est-ce qu'on fait automatiquement? Là, vous allez avoir, là, voilà. Donc là, voilà. Ici, vous allez avoir quoi? La boucle B est alors exécutée. Je vais agrandir là, excusez-moi. Donc là, excusez-moi. Voilà. Voilà. Je vais agrandir, excusez-moi. Voilà, B. Et là, donc, je viens pour mon dessin. C'est juste formellement, excusez-moi du truc. Alors, après B, justement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quelle expression sera ensuite exécutée? Donc, après la boucle B, il y a donc là, voilà. Vous aurez ici la expression 3. Expression 3. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, on revient, voilà. On va donc de nouveau, donc là, tester quelle expression? L'expression 2. Donc, ça veut dire que, maintenant, je vais agrandir et que vous comprenez. Donc, soit on a l'expression est soit fausse, soit l'expression est comment? Vraie. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et vous avez ici donc l'expression 3. Excusez-moi, c'est parce que je veux que vous compreniez rapidement l'expression 3. Et voilà. Voilà. Maintenant, ici, évidemment, on a quelle expression? L'expression 2. Hein. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je reprends. Au départ, donc, l'expression 1 est d'abord comment? Exécutée. L'expression 1 sert à quoi? À initialiser les variables qui interviennent dans la condition et dans la boucle, comme c'est le cas pour le while. Ensuite, après l'expression 1, elle n'exécute qu'une seule fois. L'expression 2 est testée. C'est une condition. Soit elle est fausse, soit elle est vraie. Si elle est fausse, c'est automatiquement la sortie de quoi? De la boucle. Sortie. Si l'expression est 2 fausse, c'est tout de suite la sortie de la boucle. Et par contre, si l'expression 2 est vraie, B est exécuté. Alors, qu'est-ce que représente B? B, justement, représente quoi? L'instruction ou le groupe d'instructions qui doit être quoi? Répété. Et après B, il y a automatiquement l'expression 3 qui est exécutée. Alors, l'expression 3 sert à faire quoi? L'expression 3 sert à incrémenter ou à décrémenter. Et après l'exécution de l'expression 3, on revient tester l'expression 2. Et si elle est vraie, on reste ici. Donc, on répète B, qui est la boucle, on incrémente ou on décrémente, et on revient au test de l'expression 2. Et tant qu'elle est vraie, donc on répète la boucle, on incrémente ou on décrémente, et on revient tester l'expression 2. Et quand l'expression 2, qui est la condition, devient fausse, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la boucle. Et donc, je répète, l'expression 1 sert à initialiser les variables qui sont dans l'expression 2, dans la condition ou dans la boucle. L'expression 2, si elle est vraie, donc la boucle est alors exécutée. Et après la boucle, on incrémente ou on décrémente. C'est ça le rôle de l'expression 3. Et on revient automatiquement tester que l'expression 2. Elle est vraie, on répète ce cycle-là. Et lorsque l'expression 2 sera fausse, on sort. Voilà, c'est pourquoi donc voilà en fait comment se présente la boucle for. Ouais, for expression 1, expression 2, expression 3. Alors, sans tarder, on a vu déjà un programme qui affichait les entiers de 1 à n en utilisant une boucle while. Une boucle while. Donc,
Maintenant, on va résoudre le même exercice, mais en utilisant une boucle for. Donc, comment on va faire? Donc, je vais créer un nouveau fichier, file, new, empty file. Alors, empty file, tout de suite, il faut le sauvegarder. Donc, je fais save. Alors, je vais aller donc directement sauvegarder ce fichier dans le dossier dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le dossier Visio Programme C, ici, voilà, dans ce dossier. Et je vais l'appeler for 1.c. Ça veut dire pour dire que c'est une for 1.c. OK, voilà. Voilà. Et maintenant, tout de suite, donc, on va mettre un commentaire. Donc, / étoile. Donc, / étoile. Je vais mettre boucle for qui affiche les entiers de 1 à n. C'est-à-dire que ce sera dans l'ordre croissant de 1 à n. Voilà. Donc, je fais mon commentaire. Et maintenant, donc, je vais importer la bibliothèque des entrées-sorties, include. Donc, alors, studio.h. Je vais demander mon clavier, voilà. Alors, on va donc importer donc, la bibliothèque studio.h. Voilà. Studio. Oui. Devant include. Oui, le dièse, voilà. Je l'ai oublié, effectivement. Merci beaucoup. Voilà, dièse, excusez-moi. Dièse include studio.h. Voilà. Okay. Très bien. Maintenant, automatiquement, donc, on crée une méthode main, int main, dans la fonction principale, un bloc, et n'oubliez pas de mettre comme dernière instruction ici, on renvoie, la fonction renvoie la valeur 0, conventionnelle, return 0. Voilà. Maintenant, dans ce problème, on va afficher les entiers de 1 à n à l'aide d'une boucle for. Donc, les données sont lesquelles? Il faut connaître n. Donc, c'est pour ça, on doit ici déclarer donc n, et je vais déclarer aussi un indice de boucle i, mais parce que je dois afficher les entiers de combien à combien? 1 à n. Ensuite, donc, il faudra qu'on demande la valeur de n. Donc, je vais mettre ici printf, là par exemple. Je mets ici, donner la valeur de n. Donner la valeur de n. Je mets donc un /n pour le saut de ligne. Donc, on récupère la saisie effectuée par l'utilisateur dans la variable n. Donc, il faut mettre quel code de format? Donc, il faut mettre le code de format, donc, %d, parce que n est de type entier, virgule, et commercial n. À ce stade-là, vous avez donc saisi la valeur n. Maintenant, dès que n est connu, quelle est la première valeur qui doit être affichée? Donc, vous êtes d'accord que maintenant, on doit initialiser nos variables. N a déjà été initialisé, N a été saisi. Maintenant, la première valeur affichée, c'est 1. Donc, mais vous rappelez que l'initialisation se fait où? Là, dans la boucle for. Les initialisations se font dans l'expression 1. Et l'expression 1 n'exécute qu'une seule fois. Donc, mais puisque la première valeur affichée, donc, c'est qui? C'est 1. Mais donc, je vais dire for i égale 1. Point virgule. Voilà ma première expression. Donc, il y a une seule chose ici à initialiser, c'est que la première valeur affichée, c'est 1. Alors, maintenant, l'expression 2, c'est la condition. Alors, on continue à répéter la boucle, mais on doit aller jusqu'à n, non? Donc, la condition, c'est laquelle? I doit être inférieur ou égal à n. Parce qu'on doit afficher jusqu'à n. Donc, l'expression 2, la condition sera laquelle? I inférieur ou égal à n. C'est ça la condition. L'expression 2 est une condition. Ça veut dire que donc, ce qui sera dans le for sera répété tant que i est inférieur ou égal à n. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne mets pas l'expression 3 pour le moment. On doit faire une chose. On doit afficher i. Donc je mets ici printf %d, là, %d. Et n'oubliez pas le /n pour que. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit afficher? I. Alors, tout le monde est d'accord qu'au départ, I a quelle valeur dans l'initialisation? I a la valeur 1. I. 1 est-il inférieur à n?
1 est-il inférieur à n? Si oui, la boucle est alors exécutée. Il n'y a qu'une seule instruction dans la boucle, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bloc. On affiche I. Mais maintenant, après l'affichage de I, justement, après cette instruction-là, la boucle est construite d'une seule instruction. Mais après l'exécution de la boucle, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Après l'exécution de la boucle, on doit faire quoi? L'expression 3. Mais l'expression 3 sert à incrémenter ou à décrémenter. Mais donc, on doit faire avancer I. Alors, pour faire avancer I, je donne ici donc mon expression 3 dans for. Voilà. Donc, je mets ici donc I parce qu'il faut faire avancer I. Et donc, évidemment, je fais le bloc. Alors, maintenant, regardez cette boucle for, comment elle se passe. L'expression 1, c'est I reçoit 1. Cette expression 1 n'est exécutée qu'une seule fois lorsque le for commence à l'exécuter. C'est l'initialisation de I, parce que c'est la première valeur affichée. L'expression 2, on doit dire la condition pour laquelle la boucle doit être répétée. Mais on répète tant que I est comment? Inférieur ou égal à N. La boucle elle-même, quelle est l'instruction qui doit être répétée? Il y a une seule instruction à répéter ici, c'est l'affichage de I. L'affichage de I. Mais puisqu'il n'y a qu'une seule instruction, on n'a pas de bloc dans le for. Et après l'exécution de la boucle, c'est l'instruction de la boucle, c'est le printf, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente ou on décrémente? Alors, regardez ce qui va se passer. Donc, ça veut dire qu'après l'affichage de I, on fait évoluer I. I va passer de combien à combien? De 1 à 2. Et on revient tester la condition. 2 est-il inférieur à N? Si oui, on exécute l'expression 2. Ouais, la boucle. Et ensuite, on incrémente I. De sorte que I va aller jusqu'à combien? N. Et N est toujours inférieur ou égal à N. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? N est toujours inférieur ou égal à N. Donc, N lui-même sera affiché. L'affichage de N. Mais après N, I++. Mais donc, I avait la valeur N. I passe à N plus 1. La valeur de I passe à N plus 1. Mais N plus 1 n'est plus inférieur ou égal à N. On sort de la boucle et on va afficher les entiers de 1 à N. Alors, donc, je vais exécuter d'abord ce programme. Ouais. Builder run. La valeur d'N, je mets par exemple 5. Regardez, les entiers de 1 à 5 ont été affichés. Voilà. Maintenant, supposons qu'on veut faire le problème inverse. C'est-à-dire qu'on va afficher maintenant les entiers de N à 1, c'est-à-dire dans l'ordre comment? Décroissant. Dans l'ordre décroissant. Donc, je vais créer donc, après, et puis je vais copier ça. Je crée donc un nouveau fichier que je vais appeler, donc je vais le sauvegarder en cliquant sur le bouton droit ici, Save. Voilà, il est bien dans le dossier Visual Programme. Je l'appelle for2. For2.c. N'oubliez pas le point .c. For2. Enregistrer. Alors maintenant, je vais copier. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire cette fois-ci? Là, on a affiché les entiers de 1 à n dans l'ordre décroissant, dans l'ordre croissant. Maintenant, je vais copier le contenu de ce programme. Copier le contenu de ce programme. Et le coller dans for2. Et maintenant, changer le commentaire. Book for qui affiche les entiers de n à 1. Pas de 1 à n, mais de n à combien? 1. Ça veut dire donc dans l'ordre comment? Dans l'ordre décroissant. Voilà le commentaire. Décroissant. Alors, donc, évidemment, on va demander toujours la valeur de n. Mais cette fois-ci, quelle est la première valeur qui doit être affichée? Ce n'est pas 1, mais c'est qui? N, donc j'ai dit l'initialisation. Quelle est la première valeur que reçoit I? Mais c'est N. Et cette expression 1, comme je l'ai dit, n'est exécutée qu'une seule fois. Maintenant, quelle est la condition pour laquelle on répète la boucle? Mais on doit aller jusqu'à 1, non? Donc ça veut dire on affiche I tant que I est supérieur ou égal à combien? À 1. Tant que I est supérieur ou égal à 1, mais on continue l'affichage de I. Donc cette fois-ci, la condition, ce ne sera pas I inférieur ou égal à N, mais ce sera tout simplement, donc, I, au contraire, on affiche tant que I est supérieur ou égal à 1. Donc, pourquoi? Mais parce qu'au départ, I prend N. La condition est testée. N, est-ce que N est supérieur ou égal à 1? Si oui, on affiche I. Et maintenant, on ne fait plus I++, mais on va faire quoi?
I moins, cette fois-ci, parce qu'en fait, I avait la valeur N. Maintenant, il ne faut pas incrémenter I après l'exécution de la boucle, mais il faut décrémenter I. Donc, on mettra ici quoi? I moins. I moins. Alors, maintenant, regardez donc, si on résume. Donc, on veut afficher les entiers de N à 1 dans l'ordre décroissant. Donc, ça veut dire que la première valeur qui doit être affichée, c'est N. Donc, c'est là où on initialise I. N, première valeur. Et ça, c'est exécuté qu'une seule fois. Ensuite, après l'initialisation, la condition est automatiquement testée. Si la condition est vraie, on entre dans la boucle. Et dans cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? On affiche I. Mais, donc, pour entrer ici, il faudrait que I soit supérieur ou égal à 1. Et si le N avec lequel vous avez initialisé I est supérieur ou égal à 1, mais on affiche alors, on entre ici, on affiche I. Maintenant, après l'exécution de la boucle, on doit incrémenter ou décrémenter. C'est l'expression 3. Mais donc, après N qui doit être affiché, N-1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'incrémente pas, mais on décrémente. Et quand on décrémente, on revient automatiquement, après la décrémentation, l'expression 3, donc la décrémentation, on revient tester la condition. Alors, I maintenant à quelle valeur après? N-1. Mais on regarde si N-1 est supérieur ou égal à 1. Si c'est vrai, on entre encore et on affiche I. Et I est encore décrémenté, donc I passe de N-1 à N-2. On reteste si N-2 est supérieur ou égal à 1. Si oui, on affiche. Et à ce moment, vous êtes d'accord que I va avoir quelle valeur? 1 en décrémentant. I en décrémentant, il va avoir la valeur 1. 1 est supérieur ou égal à 1, c'est vrai. Dans ce cas, on affiche 1. Mais après, on décrémente. Mais I passera de 1 à 0. Mais 0 n'est pas quoi? Supérieur ou égal à 1. On sort et on a affiché les entiers de... Oui, allez-y. Question, oui. Allez-y. S'il y a des questions, oui. Prenez le micro. Hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, donc, vous voyez que quand est-ce qu'on sort de cette boucle, on sortira de cette boucle dès que I n'est plus supérieur ou égal à 1. C'est la condition de sortie. Donc, c'est normalement lorsque I vaut 0. Alors, on va tester donc ce programme. Donner la valeur de N. Donc, je donne par exemple 7. Mais regardez, les entiers de 7 à 1 sont affichés, mais dans l'ordre décroissant. Voilà donc, par exemple, un exemple d'utilisation de la boucle for. Maintenant, dans cet exercice-là, on a affiché les entiers de 1 à n dans l'ordre croissant. Et dans un autre exercice, on a affiché les entiers dans l'ordre décroissant de n à 1. Mais on a la possibilité, dans la même boucle for, d'afficher les entiers de 1 dans l'ordre croissant et en même temps dans l'ordre décroissant. Ça veut dire dans le même programme, on peut avoir deux colonnes où l'affichage des entiers est fait dans l'ordre croissant et une autre colonne où l'affichage des entiers est fait de manière décroissante. C'est ce programme que je vais vous montrer. Alors, comment? Vous avez vu que de manière générale, j'ai mis ici quoi? Dans for, il y a expression 1, expression 2, expression 3. Mais en fait, les expressions 1, 2 et 3 peuvent être elles-mêmes constituées de plusieurs expressions. C'est-à-dire que, en fait, l'expression 1 peut contenir deux sous-expressions, deux ou plus sous-expressions, et ces sous-expressions seront séparées par des virgules. L'expression 2 aussi, c'est une condition, donc on peut fixer ici plusieurs conditions. Et là, on peut fixer plusieurs incrémentations ou décrémentations. Donc ça veut dire que ces expressions-là que vous voyez, elles-mêmes peuvent être constituées de sous-expressions séparées par des virgules. Alors, donc, je vais montrer l'utilisation de sous-expressions au sein des différentes expressions que vous voyez ici. Expression 1, expression 2, expression 3. Alors, donc, je vais montrer qu'on peut utiliser des sous-expressions dans chaque expression. Alors, comment faire? Donc, je reviens à CodeBlocks. On va donc créer un nouveau programme. Empty file. Alors, je vais copier un peu ce commentaire. Bon, ce programme for 2. Donc, je vais d'abord lui donner un titre. Donc, je l'appelle for 3. Alors, nous, je vais, donc, chaque fois qu'il y a un programme dans ce dossier, je dirais, dans un fichier lisez-moi, quel est le rôle du programme. Qu'est-ce que le programme fait? Comme ça, je vais numéroter donc ces différents. Je vais dire, tel fichier
voilà, tel fichier C, c'est un programme qui résout ça. Et de sorte que maintenant, vous ouvrez un programme, quand vous en avez besoin, vous regardez le rôle de chaque programme que je l'ai mis dans un fichier, lisez-moi. Voilà, maintenant, je vais faire une chose, donc je vais copier en fait. Donc, je vais copier donc, ce programme et venir le coller dans Fortran. Voilà. Voilà. OK. Donc, je vais montrer ici. Donc, alors, je vais montrer l'os. Voilà. Voilà. Donc, voilà mon programme. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut écrire un programme qui affiche en même temps les entiers de 1n dans l'ordre décroissant et dans l'ordre croissant. Donc, c'est le même programme à la fois. Donc, je vais mettre ici book for qui affiche les entiers de 1 à n dans l'ordre croissant et décroissant. Dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant. Donc, mais en même temps. Voilà. En même temps. Donc, ça veut dire que dans le programme, vous aurez une vue. Vous aurez une vue des entiers dans le croissant et la même vue à côté des entiers dans l'ordre décroissant. Alors, maintenant, donc, mais puisque vous êtes d'accord qu'une variable ne peut pas être en même temps incrémentée et décrémentée. Il est impossible qu'une variable soit en même temps incrémentée et décrémentée. Donc, il nous faudra deux indices de boucle, I et J. Puisqu'une variable ne peut pas être en même temps incrémentée et décrémentée. Donc, on va utiliser I et J. Alors, on va demander qui? Toujours la valeur d'N. On va toujours donc demander la valeur d'N. Et maintenant, voilà. Vous êtes d'accord que si j'utilise I pour afficher les entiers dans l'ordre croissant et j'utilise J pour afficher les entiers dans l'ordre décroissant, donc je dois faire l'expression 1 qui permet l'initialisation. L'expression 1 qui permet l'initialisation. Il y a deux variables à initialiser. I, j'utilise I pour le croissant, J pour le décroissant. Donc ça veut dire que l'expression 1 doit être constituée de deux sous-expressions. Je mets ici, I reçoit 1, mais virgule, pas point virgule, non. J, lui, par contre, reçoit combien? N. Donc, regardez ce qui se passe. L'expression 1, cette fois-ci, est constituée de deux sous-expressions séparées par des virgules. Donc, ça veut dire que I, je l'utilise pour afficher dans l'ordre croissant, tandis que J, lui, j'utilise pour afficher dans l'ordre décroissant. Donc, vous voyez, mon expression 1 est alors constituée de deux sous-expressions séparées par des virgules. Maintenant, l'expression 1, maintenant l'expression 2. Mais I, je dois afficher de 1 à n. Donc, la condition pour laquelle, excusez-moi, il y a quelqu'un qui fait trop de bruit là. I, lui, doit toujours être inférieur ou égal à combien? La condition pour laquelle on poursuit l'affichage de I, c'est que I soit comment? Inférieur ou égal à n, mais virgule, je mets une autre expression, une autre condition. Donc, la condition pour laquelle l'affichage de J se fait. Mais la condition pour laquelle l'affichage de J se fait, c'est que J soit comment? Supérieur ou égal à 1. Alors, regardez maintenant l'expression 2. Au même titre que l'expression 1 est constituée de deux sous-expressions, I, lui, initialisé à 1, J, lui, par contre, à n, sont J pour afficher dans l'ordre décroissant, et I dans l'ordre croissant. Donc, la condition pour laquelle on poursuit I, l'affichage de I, c'est que I soit comment? Inférieur ou égal à n. Mais il y a deux conditions ici qui sont séparées par des virgules. Et les expressions elles-mêmes sont séparées par des points-virgules. Alors, la condition pour laquelle je poursuis l'affichage de J, c'est que J soit comment? Supérieur ou égal à 1. Mais parce que J a été initialisé à combien? À n. Alors maintenant, qu'est-ce que je ferai ici? Maintenant, dans l'expression 3, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit incrémenter ou décrémenter. Mais donc, avec I, puisque I, on doit aller de 1 à combien? N. Mais qu'est-ce que je fais avec I? I, lui, je vais l'incrémenter. Par contre, virgule, J, lui,
qu'est-ce que je vais faire avec J? J, lui, va être comment? Décrémenté. Regardez maintenant, l'expression 1 est constituée de deux initialisations, séparées par des virgules. L'expression 2, qui sont les conditions, il y a combien de conditions ici? 2. On poursuit l'affichage de I tant que I est comment? Inférieur ou égal à 1. Et on poursuit plutôt l'affichage de J tant que J est supérieur ou égal à 1, mais parce que J a été initialisé à N. Et qu'est-ce qu'on fait avec I après la boucle? Qu'est-ce qu'on fait avec I? On incrémente I, par contre on décrémente qui? J. Mais cette fois-ci, il faut combien de codes de format? 2. Parce que je veux afficher à la fois qui et qui. Quelles sont les variables qui doivent être affichées? C'est I et J. Donc je mets ici I, virgule J. I et J. Il y a deux variables affichées. Les valeurs de I et J. Mais, attention, il faut combien de codes de format? Puisqu'il y a deux variables, il faut deux codes de format. Alors, donc, je vais mettre ici, %D, mais pour séparer I et J par des espaces, je mets quelques espaces comme ça. Je mets un deuxième code de quoi? Format. Je mets un deuxième code de format. Donc, je mettrai ici quoi? %D, en sachant. Maintenant, regardez les deux codes de format. Les deux codes de format. Pourquoi deux codes de format? Mais parce qu'il y a combien de variables affichées? I et qui? J. Maintenant, entre les codes de format, si je ne mets pas d'espace entre les codes de format, entre le premier code de format et le deuxième code de format, j'ai mis des espaces. Mais pour que, en fait, les valeurs de I et J ne soient pas collées. Et donc, vous verrez la colonne I et la colonne J. Et regardez les initialisations. Vous voyez les initialisations, il y en a deux. Donc, mais quand une expression est constituée de sous-expressions, les sous-expressions permettent d'initialiser. Mais les sous-expressions sont séparées par des virgules. Par contre, les expressions, elles, sont séparées par des points-virgules. Parce qu'après ce point-virgule, ça veut dire qu'on a l'expression 2, qui est constituée de combien de sous-expressions? 2. Ce sont des conditions. Pour l'affichage de I, il faut que I soit toujours inférieur ou égal à 1. Pour l'affichage de J, par contre, il faudrait que J soit toujours supérieur ou égal à 1. Et après l'affichage de I, dans la boucle, après l'affichage de I, qu'est-ce qu'on fait? On incrémentera I et on décrémentera J. Alors, on va tester aussi donc, ce programme. Bien. Je donne la valeur d'N, je donne par exemple 7. Alors, regardez bien. Vous voyez que dans cette colonne-là, I est comment? Incrémenté, tandis que J est quoi? Décrémenté. Donc, vous voyez, donc dans le même book for, on a pu gérer quoi? Avec deux variables d'initialisation, I pour le croissant et J pour le décroissant. Donc voilà, par exemple, l'exécution de ce programme. Et vous voyez que donc une expression for est constituée basiquement de combien d'expressions? De 3 expressions. La première expression sert à initialiser les variables qui sont dans la condition ou dans la boucle, les initialisations. L'expression 2, c'est les conditions. L'expression 3 sera incrémentée ou décrémentée. Alors, on peut avoir le cas où une expression peut contenir plusieurs sous-expressions. Dans ce cas, les sous-expressions sont séparées par des virgules. Et on peut avoir aussi plusieurs conditions, mais les conditions dans ce cas sont séparées par des virgules. Et on peut avoir plusieurs incrémentations ou décrémentations qui sont alors séparées aussi par des virgules. Voilà basiquement un exemple de book for. Et donc, je vais mettre fin au programme. Donc, il faut appuyer sur une touche. N'oubliez pas à chaque fois d'appuyer sur une touche pour ouvrir l'expression. Alors, donc, vous voyez toujours mon écran. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va faire donc, quelques exercices en fait sur les book for. Et avant de voir la boucle, comment ça s'appelle? La boucle do while. Comme on l'a fait pour la boucle while. Y a-t-il des questions, soit dans le chat ou prenez le micro, avant qu'on fasse d'autres exemples de book for. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer donc la série d'exercices sur... On va continuer la série d'exercices sur la boucle for. Alors, maintenant, donc, je reviens donc à CodeBlocks. Maintenant, il y a quelques exercices qu'on avait résolus avec la boucle while.
Donc, sachez que vous pouvez résoudre tous les exercices avec n'importe quelle boucle, hein, au choix. Vous pouvez résoudre donc les exercices avec la boucle while, avec la boucle while ou avec la boucle for. Donc, on a déjà vu la boucle while, tant que, et on voit maintenant la boucle for. Donc, vous pouvez résoudre un exercice en utilisant n'importe quelle boucle, celle que vous aimez mieux. Donc, maintenant, donc, puisqu'on a vu la boucle while en détail, maintenant, je fais donc des exercices sur la boucle for avant qu'on ne voit la semaine prochaine la boucle do while et ses spécificités. Donc, pour la boucle for. Maintenant, c'est très simple. On va demander à l'utilisateur, on va écrire un programme donc, qui va saisir n valeurs. Donc, on va écrire un programme qui va permettre de saisir n valeurs et ces valeurs peuvent être soit positives, soit négatives, soit nulles. On demande de compter combien il y a de valeurs positives, combien il y a de valeurs négatives et combien de valeurs nulles. On demande de résoudre ce problème avec donc une boucle for. On peut résoudre ce problème aussi avec une boucle comment? While. Donc, alors, on demande donc, je répète, donc d'écrire un programme qui permet de saisir au clavier n entier. Ces entiers peuvent être positifs, négatifs ou nuls. On vous demande de dire combien il y a de valeurs positives dans la série de nombres que vous avez saisis, combien il y a de valeurs négatives et combien de valeurs nulles. Donc je vais créer donc un nouveau programme. Alors, je pense que je vais le faire quand même. Je vais rappeler un peu, je vais le faire avec while et résoudre le même exercice avec for. Comme ça, vous avez un peu une idée de... Je vais le résoudre à l'aide de while et en même temps à l'aide de qui? For. Et comme ça vous permettra de faire une petite comparaison entre ces boucles while et for. Donc, je vais créer donc un nouveau fichier. Alors, je rappelle que tous ces fichiers, ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Hein. Alors, donc, je vais mettre ici donc un commentaire. Un commentaire là. Donc, je le mets là. Et là, je vais l'appeler while4 parce que en fait, while3 existe déjà. Hein? While3. Donc, je vais l'appeler while4. While4. Parce qu'il y avait while3. While4. .c. OK. Et maintenant, le commentaire, c'est très simple. Donc, on va dire programme qui permet de saisir n entier, de saisir n, une suite de n entier, une suite comportant, donc une suite comportant donc n entier. Alors, n entier. N entier. Voilà. Et donc, alors, il faut savoir une chose.
Alors, excusez-moi, donc, voilà, donc, vous voyez toujours mon écran, j'avais un coup de fil urgent, c'est pour ça. Alors maintenant, le programme qui permet de saisir une suite donc, de comportant n entier. Alors, mais les entiers peuvent être comment? Ces entiers-là peuvent être donc, comme j'ai dit, peuvent être, ces entiers peuvent être donc, excusez-moi, ces entiers peuvent être donc positifs, n'est-ce pas? Négatifs, okay. Négatifs ou nuls. Voilà, donc c'est important de savoir une suite comportant donc un entier. Ces entiers peuvent être négatifs, positifs ou nuls. Et donc, qui détermine donc le nombre d'entiers donc positifs hein, virgule négatif ou nul, négatif et nul, à l'aide donc avec une boucle comment while. Et donc maintenant je le fais avec while puisqu'on a déjà eu while. Maintenant après on va résoudre un exercice avec qui? Avec justement la boucle for. Voilà, avec une boucle. Voilà pour le commentaire. D'accord? Donc, programme qui permet de saisir une suite comportant n entier, positif, négatif ou nul, c'est-à-dire, et qui détermine le nombre d'entiers positifs, négatifs et nuls, avec une boucle while. Alors, donc, voilà. Donc, évidemment, donc, on va récupérer, donc, on va utiliser quelle boucle? La boucle du punch. Voilà. On va donc la récupérer et la copier ici. Voilà. Voilà. Maintenant, donc, notre fonction main, donc, bloc, et tout de suite, n'oubliez pas de mettre ici return 0. Voilà. OK? Maintenant, alors, les données dans ce problème. Donc, on dit que la suite comporte combien d'entiers? Un entier, donc je vais déclarer n. N est une donnée. OK? Maintenant, c'est pas tout. Pour compter, chaque fois qu'on dit qu'il faut compter le nombre d'entiers positifs, négatifs ou nuls, on utilise un compteur. Alors, vous vous rappelez qu'un compteur est une variable de type entier, en général initialisée à combien? À 0. Et ce compteur est incrémenté chaque fois qu'un événement recherché se produit. Chaque fois qu'un événement recherché se produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce compteur? On l'incrémente. Mais le compteur est initialisé à 0. Alors, comme en fait, il faut compter le nombre d'entiers positifs, compter le nombre d'entiers négatifs, et compter le nombre d'entiers nuls, mais donc il me faut 3 compteurs. 3. Donc, le premier, je vais l'appeler c'était pose. C'est un entier, c'est pour compter le nombre de valeurs positives. Le deuxième, je vais l'appeler CTNEC, c'est pour compter le nombre de valeurs comment? Négatives. Le troisième compteur, je vais l'appeler CT nul. CT nul, ce sera pour compter le nombre de valeurs nulles. Vous êtes d'accord que il faut 3 compteurs, mais parce qu'avec un compteur, on ne peut pas compter à la fois les valeurs négatives positives. Donc il faut un compteur pour chaque type d'entier. Voilà. Voilà donc nos variables. Maintenant, on doit saisir un entier. Mais ça voudra dire qu'il nous faut une variable à travers laquelle on va saisir tous les entiers. Il faut saisir un entier. Donc il nous faudra une variable à travers laquelle on va saisir tous les entiers de la suite. Mais je vais l'appeler par exemple x. X. Ouais. Et donc chaque entier sera donc saisi dans x. Et chaque fois qu'un entier x est saisi, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va tester s'il est positif. S'il est positif, on va donc faire quoi? S'il est positif, on va donc, comment ça s'appelle? On va incrémenter le compteur de valeur positive. S'il est négatif,
ce ne sera pas le compteur de valeur positive qu'il faudra incrémenter, mais le compteur de valeur négative. Ainsi de suite. Donc, x va servir à récupérer tous les entiers. Maintenant, on doit répéter la saisie de x combien de fois? N fois. Alors, vous vous rappelez, je vous disais tantôt que si vous voulez faire un traitement combien de fois? N fois, il faut donc initialiser I à 1. Donc, imaginez que vous voulez faire un traitement N fois. Je montre comment il faut faire pour faire un traitement N fois. Avec la boucle Y. Donc, mais pour faire un traitement N fois, regardez ce que je fais. Je fais I reçoit combien? 1. Je vais dire, tant que, il faudra évidemment, tant que I est comment? I est inférieur ou égal à N, n'est-ce pas? Je fais T. T représentant quoi? Un traitement quelconque. Regardez comment. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc, il faut un bloc, parce qu'après le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Là, je mettrai ici un bloc. Have anything ancient to trade? Needs to be at least 2 centuries old. Voilà. Maintenant, regardez, dans ce bloc, pourquoi je mets un bloc? Parce que dans la boucle, il y a 2 choses à faire. Le traitement en question, vous le faites, je l'appelle T. Le traitement, je l'appelle T. Et après le traitement, mais pour que I aille jusqu'à N, qu'est-ce qu'il faut faire? Le traitement. Après le traitement, mais il faut faire I++. Pour que I évolue jusqu'à N. Donc maintenant, regardez un peu. Voilà. Regardez, si je veux faire un traitement quelconque N fois. Ce traitement quelconque, je l'appelle T. T. Pour faire un traitement N fois, il faut d'abord que I soit initialisé à combien? 1. Que I aille jusqu'à combien? N. Et qu'on fasse avancer I. Ouais, qu'on fasse avancer ici I++. De toute façon, en le faisant, qu'est-ce qui va se passer? En le faisant, I va aller de 1 jusqu'à N. Parce que, en fait, après l'exécution du traitement, on incrémente I, et donc I va atteindre N. Et même dépasser N pour qu'on sorte là-bas. Voilà comment faire un traitement N fois ce traitement-là. Peu importe ce que fait le traitement, mais ce traitement sera fait N fois, mais parce que I prend 1, on va jusqu'à N, et après le traitement, on incrémente I pour que ce traitement soit répété N fois. Voilà comment faire un N fois à l'aide d'une boucle Y. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que justement, moi, dans mon exercice, je dois saisir combien d'entiers? Je dois saisir en fait un entier. Donc, je dois répéter la saisie d'un entier combien de fois? N fois. Je dois répéter la saisie d'un entier une fois. Mais donc, ça veut dire, mon traitement, c'est répéter la saisie d'un entier combien de fois? N fois. Donc, ouais, par rapport à ce que je fais ici, quel sera mon traitement ici? Là. Là, ce sera de répéter la saisie d'un entier dans la valeur X N fois. Et chaque fois que j'ai un X saisi, c'est là où il faut tester est-ce qu'il est positif, négatif ou nul avant de procéder à la saisie d'un autre X. Donc c'est pour ça. Ça, je vais le conserver. Donc ça veut dire qu'est-ce que je vais faire dans mon programme. Au départ, je veux répéter un traitement N fois. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? I, au départ, reçoit 1. Pour que faire un traitement N fois, donc il faudrait que I aille jusqu'à combien? Là, j'ai dit, il faudrait que I aille jusqu'à combien? N inférieur ou égal à N. Ouais. Et maintenant, puisqu'il y a plusieurs instructions à faire dans la boucle, il me faut forcément quoi? Un bloc. Voilà, ouais. Donc, un bloc parce qu'il y a plusieurs choses à répéter. Mais vous êtes d'accord que je dois faire évoluer I. Mais donc, je peux déjà mettre ici quoi? I++, parce que I doit avancer jusqu'à combien? N. Maintenant, avant de faire évoluer I, pour que I aille jusqu'à N, en commençant par 1, c'est là que vous devez indiquer le traitement qui doit être fait combien de fois? N fois, avant de faire évoluer I à l'itération suivante. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire la saisie de N entier. Mais tous mes entiers vont être saisis à chaque fois dans quoi? Chaque fois qu'un nouvel entier est saisi, il est saisi dans X. Mais dès qu'on a un entier dans X, dans la boucle, mais qu'est-ce qu'on teste? S'il est positif, négatif ou nul. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je dois saisir N entier. Hein? Donc je dois répéter la saisie de N entier. Donc je vais mettre ici dans la boucle printf. Donner un entier.
entier. Donc, alors, on mettra ici ant station. Et tous les entiers vont être récupérés dans une seule variable qui est x. Donc, ça veut dire chaque fois que c'est un entier, il sera récupéré dans x. Donc, je vais mettre ici scanf, là, pourcent d, et commercial x. Vous voyez donc que cette saisie va se répéter combien de fois? Parce que c'est dans une boucle, ouais, ça va se répéter une fois. Et maintenant, c'est ici qu'il faut dire, je viens de saisir un entier x. Qu'est-ce que je dois faire avec x? Mais je vais tester quoi? Je vais dire si x est négatif, c'est possible que x soit négatif, le x que vous venez de saisir là. S'il est négatif, qu'est-ce qu'on devra faire? Incrémenter quel compteur? Le compteur de valeur négative. Mais n'oubliez pas que les compteurs doivent être initialisés au départ, avant la boucle, à combien? 0. Donc, avant la boucle, il faut aussi initialiser qui? Les compteurs. Donc, je vais dire ici, c'était pause, reçoit 0. N'oubliez pas d'initialiser les compteurs avant la boucle. C'était pause, reçoit 0. C'était neg. Reçoit aussi quoi? 0. Okay. Et c'était nul, reçoit 0. Ouais. Donc, l'initialisation des compteurs est importante parce qu'un compteur doit être initialisé à 0 avant qu'un événement se passe. Et maintenant, voilà, maintenant vous venez de saisir ici un x. Et cette saisie va se répéter, mais c'est dans une boucle qui va jusqu'à n. Donc maintenant, une fois qu'on a x, qu'est-ce qu'on va tester? Si x, n'oubliez pas que les conditions sont en parenthèse. Je dis si x est strictement négatif. C'est possible, non? C'est pour ça que j'ai mis si. Si x est strictement négatif. Mais ça veut dire qu'on vient de saisir une valeur négative. Donc, quel compteur il faut augmenter? Quel compteur il faut incrémenter? Le compteur de valeur négative. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce compteur de valeur négative, je vais faire CTNEG plus plus. C'est-à-dire CTNEG de soi, CTNEG plus 1. Oui, donc si la valeur x qui vient d'être saisie est négative, j'incrémente quel compteur? Neg, CTNEG. Mais cette condition peut être fausse. Donc, je mets ici else. Il reste combien de cas possibles? 2. Si x n'est pas négatif, x pourrait être comment? Positif. Donc je vais dire else si. Donc else si. Donc sinon, ça va être 2 cas. Soit x est positif, soit x est nul. Donc c'est pour ça qu'il me faut un if. Donc je vais dire ici si x est comment? Cette fois-ci, positif par exemple. Alors je vais mettre nul pour vous rappeler que pour nul, combien de signes égales on est? 2. Donc là, je dis si x est nul. Si x est nul, si x égale 0. Mais égal, n'oubliez pas que c'est double signe égal. Si x égale 0, c'est une possibilité. Mais quel compteur on va augmenter? On va augmenter quel compteur? C'était nul. On fait c'était nul plus plus. Ouais. Donc, si x est nul, quel compteur il faut augmenter? C'était nul plus plus. Else maintenant. Mais ce else là, ça veut dire quoi? Ce else-là voudra dire tout simplement que, disons, x est négatif. Ce n'est pas le cas. Donc, vous venez dans else. X est nul. Ce n'est pas le cas. Donc, automatiquement, quel cas il reste? Si ce n'est ni négatif, ni nul, automatiquement, ça veut dire que x est positif. Et dans ce cas, vous n'avez pas encore besoin de mettre, ce n'est pas obligatoire de mettre si x positif. Vous pouvez dire directement, c'était pose plus plus. Vous êtes d'accord? Mais parce que si notre valeur n'est ni négative, ni nul, mais automatiquement quoi? Positif. Donc, vous voyez? Et c'est après ça, maintenant, qu'on fait I++. Parce que si vous ne faites pas I++, parce que I était à combien? 1, I doit aller jusqu'à combien? Dans la boucle, I doit aller jusqu'à combien? N, mais il n'y a aucune possibilité que vous fassiez votre traitement N fois. Vous voyez? Mon traitement est fait ici. Regardez bien. Mon traitement est fait ici. Et c'est après mon traitement que j'incrémente I pour répéter encore ce traitement que je viens de sélectionner pour que je puisse le répéter n fois, mais parce que la boucle est répétée tant que I est inférieur à n avec I à 1. Alors, nous allons donc tester ça. Nous allons faire donc un build and run. Donc, alors là, il y a une erreur. Vous savez pourquoi? Mais parce que le return 0 a été mal placé. Le return 0 se trouve avant la fin de l'année. Donc, on coupe ça. Vous êtes d'accord que le return 0 se trouve ici. Donc là, juste avant la fin de la fonction main. Le return 0 était mal placé. Voilà. Comme ça. On sauvegarde et on réexécute. Build and run. Il y a une erreur ici. Alors, on dirait qu'il y a une erreur ici. Ah ouais, je n'ai pas déclaré I. Vous voyez?
Donc, il faut déclarer I, vous voyez sur cette ligne-là. Donc, I, virgule X. Ouais. Okay. On fait un build and run. Voilà, et enfin, là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, là, regardez. Dans scanf, ce n'est pas un point virgule qui sépare les codes formats, c'est une virgule. Là, j'ai mis un point virgule. Donc là aussi, on corrige, vous voyez sur la ligne exactement, donc c'est une virgule et non un point virgule. On sauvegarde après chaque correction et on fait un build and run de nouveau. Voilà. Et donc, il y a encore une erreur quelque part. Donc, erreur edit exit un status. Attendez, donc il y a un petit problème. Alors, la boucle elle commence là. Il y a un souci là. Voilà, return 0. Il y a une erreur quelque part. Alors, il met. Excusez-moi, je vois. Il y a deux erreurs. Je pense. Alors, vérifions que tout est là, tout est correct. Donc, main. Donc, je vais. Voilà. Il reçoit 1. C'était pause, c'était next. Les compteurs sont initialisés. La boucle while. Alors, mais il y a une chose extrêmement importante qui n'a pas été faite. Regardez, c'est ça. La saisie de M. Monsieur, oui. Il y a quelque part où vous avez mis print. Oui, mais il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. Vous êtes d'accord qu'on demande de saisir une suite de combien comportant combien d'entiers? Un entier. Mais on n'a pas saisi N. Il faut que N soit connu. Vous êtes d'accord quoi? Donc là, d'abord, merci. C'est un printf ici. Mais il faut que N soit connu. Vous êtes d'accord? N. N n'est pas connu ici, regardez. I est connu. I a quelle valeur? 1. Mais N représente quoi? Le nombre d'entiers que comporte la suite. Donc, c'est ce qu'il a. N, c'est une donnée. N détermine combien d'entiers doivent être saisis. Donc, N est une saisie et les données sont saisies. Donc, c'est ce que j'avais oublié de faire. Donc, je vais copier ici. Avant la boucle, là, il faut demander la valeur de qui? Avant la boucle, on va demander la valeur de N. Donc, je mets ici quoi? Printf, données, je peux l'appeler le nombre d'entiers de la suite. Le nombre d'entiers de la suite. Donner le nombre d'entiers que comporte la suite. Oui, ou bien de la suite tout simplement. Oui. De la suite. Vous êtes d'accord? C'est une donnée. Cette donnée n'a pas été saisie. Et le nombre d'entiers de la suite, c'est N. Voilà. Donc, je mets ici. Maintenant, une fois que N est connu, mais on peut comparer I qui vaut 1 à qui? À N, pour qu'on répète le traitement combien de fois? N fois. Voilà, c'était ça l'erreur. Et donc, on va faire un build and run. Voilà, et cette fois-ci, voilà. Alors, dans le nombre d'entiers de la suite, supposons que je donne 6 entiers. C'est-à-dire que je dois saisir 6 entiers. Il m'a dit donner un entier. Je tape par exemple moins 15. Moins 15. Donner un entier, je tape par exemple 0. Donner un entier, je tape par exemple 0. Il va me donner ce message combien de fois? 6 fois. Donner un entier, je tape par exemple 18. N'est-ce pas? Donner un entier, je tape par exemple 34. Et donner un entier, je tape 0. Donc regardez bien. Donc ce message a été affiché combien de fois? J'ai donné combien? Ce message a été affiché 6 fois. Donc si on regarde bien, on a combien d'entiers négatifs? On a un seul entier négatif, 3 entiers nuls et 2 entiers positifs. Vous voyez, d'après mon écran. Alors, validons. Ah oui, alors, c'est vrai que je suis un peu distrait. C'est parce que je suis au bureau, un peu distrait. Alors, pourquoi ici il n'y a rien? Mais parce qu'on n'a pas affiché les résultats. La boucle là, dans la boucle, effectivement, on compte, mais il faut afficher les résultats. N'oubliez pas que les résultats sont lesquels? Le nombre de valeurs positives, le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs nulles. Donc, c'est les résultats qu'on n'a pas affichés. C'est pour ça qu'on n'a rien noté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Afficher les compteurs. C'est les résultats, les compteurs, c'est les résultats. Donc, je mets ici, nombre de valeurs quoi? Et puis, je copie, nombre de valeurs positives. Donc, je commence d'abord par nombre de valeurs nulles, par exemple. Là où doit s'afficher le nombre de valeurs nulles, je mets un code de format. Donc, je vais mettre ici %B. Et n'oubliez pas de mettre anti/, quoi? N. Et surtout, quel compteur, quelle valeur on va afficher? C'était nul. Voilà, c'était nul. Ça, c'est pour afficher le nombre de valeurs nulles, mais on copie ça.
On copie ça. On vient donc, on le met 3 fois. Donc, on va le mettre ici. Là aussi, puisqu'il y a 3 compteurs, c'est le résultat des compteurs. Alors là, on va mettre nombre de valeurs quoi? Donc, positif par exemple. Donc là, c'est des pauses. Le message sera donc nombre de valeurs positives. Voilà. Et là, sera nombre de valeurs négatives. Je ne mets pas les accents. Hein. Nombre de valeurs négatives. Et le compteur sera donc CT NEC. Voilà. Voilà ce qui manquait. Donc, les résultats n'avaient pas. Les résultats qui sont donc les compteurs n'ont pas été affichés. Et donc maintenant, on va l'exécuter. Alors, donc, donnez le nombre d'entiers négatif. Je mets ici donc moins 77. Ah non, donnez le nombre d'entiers de la suite. Le nombre d'entiers. Je mets par exemple 6 entiers. Ça veut dire que je dois saisir 6 entiers. Donnez un entier. Je tape par exemple moins 77. Donnez un entier. Je tape par exemple 0. Donnez un entier, je tape 0. Donnez un entier, je tape 78. Donnez un entier, je tape moins 45. Et donnez un entier, je tape encore, par exemple, 0. Alors, si on regarde bien cette suite, nous avons donc 2 entiers négatifs, moins 77 et moins 45. Nous avons 3 valeurs nulles et un entier seulement positif. Donc, vérifions. Nombre de valeurs nulles, effectivement, pour voir à l'écran, c'est 3. Nombre de valeurs positives, une seule valeur positive qui est 78. Et nombre de valeurs négatives, il y en a 2, moins 77 et moins 45. Voilà donc ce problème qui a été résolu avec quoi? Quelle boucle? La boucle while. Maintenant, on veut résoudre le même problème avec quelle boucle? La boucle for. Donc c'est pour vous montrer juste les différences entre le while et le for. Alors, maintenant, je reviens au document Word. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour effectuer un traitement combien de fois? Ça, c'est pour effectuer un traitement n fois en l'aide d'une boucle while. Comment? Je mets ici donc, excusez-moi. Comment réaliser comment réaliser un traitement T quelconque, vous êtes d'accord? T avec n fois avec qui? Avec quoi? Voilà. Comment réaliser donc un traitement T n fois égale? Maintenant, comment réaliser aussi un traitement? Comment réaliser un traitement T? Un traitement T n fois avec for. Mais qu'est-ce que j'écrivais? Bon, alors voyez ici, I a été initialisé à 1, mais dans le for, justement, pour réaliser un traitement n for, l'expression 1 dans for, il y a 3 expressions dans for. L'expression 1 permet d'initialiser. Donc, for, je vais écrire ici quoi? La parenthèse, I reçoit 1 pour traiter combien de fois? N fois. I reçoit 1. Après, je vais dire quoi? On va jusqu'à n, donc je vais dire ici quoi? I inférieur ou égal à n, puisque je dois répéter combien de fois? N fois. Mais, vous êtes d'accord que là, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois exécuter le traitement combien de fois? N fois. Mais donc, il faut que j'incrémente I après l'exécution de la boucle. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec l'expression 3? Je mets ici, donc, I plus plus. Maintenant, là, qu'est-ce que je mets ici? T. Vous voyez? T.
T. Excusez-moi. T, hein. Excusez-moi. Je vois pas. Voilà, donc T. Mais regardez donc, comment exécuter, regardez bien, comment exécuter un traitement N fois, un traitement NT quelconque, N fois avec une boucle Y. C'est comme ça. Comment réaliser le même traitement N fois avec une boucle for? Mais I prend 1, on va jusqu'à N, et à chaque fois, on fait progresser I plus. Vous êtes d'accord, pour augmenter I. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on répète ici dans le for? Le T. Donc le T est fait, vous voyez, le T est fait avant qu'on ne fasse I++. Donc ça veut dire, I prend au départ combien? 1. On va jusqu'où? N. Mais, donc ça veut dire, I prend 1, la condition est testée. Si elle est vraie, T est exécuté. Et c'est après l'exécution de T qu'on incrémente I. Et après avoir incrémenté I, on vient retester encore la condition. Si elle est bonne, on fait T, on incrémente. On fait T, on incrémente tant que la condition est vraie. Donc ça veut dire que finalement, le traitement sera fait combien de fois? N fois. Et donc c'est pour ça, maintenant on va donc donner cette nouvelle version. Donc on a fait cet exercice avec la boucle while. Maintenant on va faire le même exercice avec la boucle for. Donc je vais créer un nouveau programme, file, new, empty file, et je vais donc je lui donne le titre for 4, parce qu'on avait un for 3. Donc je l'appelle save, je vais l'appeler for 3. Et donc, je rappelle encore une fois que toutes ces for 4, .c. Alors, for 4. Et donc, tous ces programmes sont disponibles avec un fichier moi. Et les vidéos, évidemment, les vidéos que je suis en train d'enregistrer. For 4. Alors, mais il suffit simplement de faire quoi? Je vais prendre le wildcard. J'ai besoin de certains éléments. Pour éviter le déclenchement. Donc, je copie le contenu de qui? Le contenu de wildcard. Donc, on va récupérer une part de wildcard dans for 4. Donc, je colle. Mais là, dans le commentaire, je mettrai ici, avec une boucle comment? Un programme qui permet de saisir une suite comportant un entier, mais avec une boucle for et non quoi? While. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors là, mais évidemment, on a besoin de M. M représente le nombre d'entiers que comporte la suite. C'est une donnée. Les compteurs là sont des résultats. Ces compteurs sont des résultats et déterminent respectivement combien il y a de valeurs positives, négatives et nulles. On a besoin de I, mais parce que, en fait, pour piloter une boucle, pour répéter une boucle, on a besoin d'un indice de boucle qui permet de répéter la boucle un certain nombre de fois. I ici. X, effectivement, toutes les valeurs saisies toutes les entiers saisis vont être saisis dans une seule variable X. Et après la saisie de chaque entier, on peut alors tester si la valeur est positive, négative ou nulle. Alors, donc, qu'est-ce qui va changer ici? Alors, tout ça, ça ne change pas. Il reçoit 1, cette pause reçoit 0, cette nègre reçoit 0, on initialise les compteurs à 0. On demande le nombre d'entiers de la suite, mais on n'a plus besoin ici d'avoir de boucle for. Alors regardez, il reçoit 1, c'est fait ici, non? Avec while. Mais on ne le fait pas là, donc ça, je l'enlève ici. Et je vais mettre ici à la place un for. Le for comporte combien d'expressions normalement? 3. La première expression, c'est les initialisations. Donc, ça veut dire, au lieu d'initialiser I à 1 ici, mais je le fais dans le for. La première expression sert à initialiser. Donc, je vais faire CTRL V ici. Et j'enlève, il reçoit 1 ici. Je n'ai plus besoin de le faire ici. Avec ça, c'était avec while. Mais je le fais dans le for. Voilà, l'initialisation. Je dois aller jusqu'à combien? Je dois répéter mon traitement combien de fois? N fois. Mais donc, je dis I inférieur égal à 1. Et pour que ce traitement soit fait N fois, en commençant par 1, qu'est-ce qui devra être fait après la répétition, après l'exécution de la boucle? Après l'exécution de la boucle, il faut incrémenter I. Voilà, ouais. Parce que maintenant, voilà ce qu'il faut répéter. Combien de fois? N fois, c'est la saisie de qui? De X. Combien de fois? Ouais, tout ça là, c'est fait combien de fois? N fois. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Avec while, il y avait ici un I++. Mais le I++ qui permet d'incrémenter I avec while n'est plus fait ici. Je l'enlève. Il est fait automatiquement où? Dans l'expression 3. Ouais. Donc ça veut dire, voilà mon traitement. Il consiste à saisir une valeur, un entier X, de tester si est négatif, positif ou nul. Donc ça, c'est fait. Et c'est après ça qu'on exécute l'expression 3. Et l'expression 3 incrémente I pour que I atteigne quoi? N.
Et justement, ce traitement qui doit être répété une fois, sera alors fait, mais parce que il prend 1. Si 1 est inférieur à n, on exécute ça. On exécute cette boucle-là, fort. Ouais. Et après l'exécution de la boucle, qu'est-ce qui est automatiquement fait? I++, là, l'expression 3 exécutée. Et l'expression 3 exécutée, la condition de nouveau testée, est-ce qu'après l'incrémentation de I reste toujours inférieur ou égal à n? Si oui, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore fait n fois. Donc on revient exécuter ce traitement. Et après le traitement, on revient encore incrémenter I. Et on cessera, après l'incrémentation de I, si I n'est plus comment? Inférieur ou égal à n. Mais si I n'est plus inférieur ou égal à n, ça veut dire que I a dépassé n. Et dépassé n, ça veut dire I a quelle valeur? N plus 1 au lieu de n. Mais si I atteint n plus 1 n'est plus inférieur à n, en ce moment, c'est l'arrêt de répétition. Et donc, on a exécuté notre traitement n fois. Alors, donc, je montre ici donc, cette exécution. Voilà. Du lindre. Donne le nombre entier de la suite, je mets 5. Donnez un entier. Donc, je mets ici 40. Donnez un entier, je mets 0. Donnez un entier, je mets moins 34. Donnez un entier, je mets moins 60. Alors, ça fait combien d'entiers là pour le moment? 4. Il reste encore 1. Donnez un entier, je mets par exemple 66. Ce qui fait que j'ai combien de valeurs positives? 2. J'ai combien de valeurs négatives? 2. Et j'ai combien de valeurs nulles? Une seule valeur nulle. Donc, vous voyez, nombre de valeurs nulles, une valeur, nombre de valeurs positives, 2, nombre de valeurs négatives, 2. Donc, voilà. Donc, pour... oui. Il n'est pas possible, par exemple, de dire donner 6 entiers. Si, mais au moment où vous donnez le nombre d'entiers de la suite... Hein? J'ai pas compris. De demander les 6 entiers en une seule fois. Ah non. Mais 6 entiers en une fois, c'est pas possible. On vous donne, vous saisissez un entier, vous testez s'il est positif, négatif ou nul, avant de demander l'autre entier. Vous avez compris quoi? C'est-à-dire que dans le nombre d'entiers de la suite, c'est pour fixer combien d'entiers vous devez saisir. Mais tous les entiers sont saisis dans une même variable. Mais chaque fois qu'un entier est saisi dans une variable, on teste s'il est positif, négatif ou nul. Vous avez compris quoi? D'accord. Maintenant, on va voir après, si, c'est possible après, mais pas avec comme ça. On peut saisir les mêmes entiers, mais dans ce qu'on appelle un tableau. Vous avez compris quoi? Vous me comprenez? On va voir les tableaux, oui. Et les tableaux, ce sont des variables. Les tableaux sont des variables qui peuvent stocker plusieurs valeurs à la fois. Vous avez compris quoi? On les appelle les tableaux. Mais maintenant, une variable simple, une variable comme ces variables-là, ne peut stocker qu'une seule valeur à la fois. Vous avez compris quoi? Mais il y a ce qu'on appelle les tableaux. Les tableaux sont des variables qui peuvent stocker plusieurs valeurs à la fois. Vous avez compris quoi? Vous avez compris. Donc il faut oui. Quand on va voir les tableaux, on verra donc qu'effectivement, on peut dans une seule variable mémoriser plusieurs valeurs. Mais pour le moment, c'est des variables simples. Donc, étant donné que c'est des variables simples, donc une variable simple ne mémorise qu'une seule valeur. Voilà. J'ai fini. 223, c'est le système. 223. Wow, que réseau bi. Oui, parce qu'il faut configurer le réseau. Voilà. Il est fonctionnel. Voilà. Mais 223. Voilà. Donc, le réseau, il faut reconfigurer ça. Voilà. Oui. Voilà. Allô? Excusez-moi. Donc, vous avez compris. Hein? Donc, un tableau est une variable qui peut mémoriser plusieurs valeurs à la fois. Tandis qu'une variable simple ne peut mémoriser qu'une seule valeur. C'est pour ça. Les entiers de la suite, on demande le nombre d'entiers de la suite. Et chaque entier sera saisi dans une même variable. Mais avant de passer à la saisie d'un entier suivant, mais on teste est-ce que l'entier qui vient d'être saisi est négatif, positif ou nul. Est-ce que j'ai donc est-ce qu'il y a d'autres questions toujours? Vous pouvez prendre le micro, hein? Vous pouvez prendre 2 fois. Donc maintenant,
Donc la vidéo, vous la voyez, est toujours en cours d'enregistrement. Et donc cette vidéo donc, sera intitulée. Je mets la date hein, des vidéos. Je mets boucle, partie 2. C'est comme ça que j'intitule les vidéos. Boucle. Si c'est les boucles, je mets boucle, partie 1. Et je mets la date. Comme ça, vous voyez que les boucles sont, les dates sont séquentielles. Et comme ça, ça va permettre d'avoir tout le cours en ligne sur des vidéos MTK. Vous avez compris. Donc, indépendamment de la plateforme, donc vous avez toutes ces vidéos et les programmes eux-mêmes avec un fichier lisez-moi. Donc, je pense qu'on est arrivé donc à la fin de ce cours. La semaine prochaine. Monsieur. Oui. Oui. Les vidéos, où est-ce qu'on peut... Je les emmène moi-même à la plateforme au niveau de l'école. Et ces vidéos-là, il va les mettre dans Google Drive. Vous avez compris quoi? Il y aura un dossier quoi, qui va créer ce dossier. Je lui en avais parlé quoi. Donc moi, chaque semaine, donc par exemple là, on a fini cette semaine, non? Donc en début de semaine prochaine, je vais me déplacer donc à l'ESM. Je vais amener ce contenu du dossier là. Le dossier que vous voyez actuellement à l'écran, qui s'appelle Vision Programme C. Mais je vais mettre Vision Programme C. Je vais l'appeler 2020. Vision Programme C 2020. Et ce dossier, vous l'aurez en ligne. Et quand vous avez le dossier en ligne, donc vous avez les vidéos et les codes sources. Et un fichier lisez-moi régulièrement. Donc après chaque cours, le dossier Vision Programme C change. Mais vous regardez par exemple là, je peux directement vous montrer la vidéo hein, qu'on a essayé la fois passée. Vous voyez, Algo Book partie 1. Est-ce que vous avez vu? Regardez. Regardez, ça, c'est... Regardez, c'est ce qu'on a fait. Attendez, je reprends la vidéo. Vous verrez à l'écran. Voilà. OK. Donc, maintenant, regardez. Donc, ça, c'est la vidéo qui... Ça, c'est notre cours d'aujourd'hui. Je réduis. Maintenant, regardez, je vais lancer la vidéo dans le dossier Visio Programme. Regardez ce qui se passe. Mais voyez bien, qu'est-ce qui est intitulé là? Algo, beaucoup, partie 1. Voilà. Donc, tout ce qu'on a fait la dernière fois, voilà. Oui, regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est la vidéo passée. Quelques nombres de sommes et de moyens. Donc, vous voyez, alors, toutes les vidéos, vous les aurez dans ce dossier, et les codes sources et le fichier lisez. Vous avez compris, hein? Donc, ouais, donc, vous suivez de manière interactive tout le coup. Vous avez compris quoi? Est-ce que vous avez vu? Tout le monde a vu, hein? Donc, les vidéos sont opérationnelles. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut. Ce sera comme ça pour chaque cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Donc, la semaine prochaine, mardi prochain, donc, ma cours. Mardi prochain, donc, on va, donc, comme je l'ai dit, continuer sur le book fort. D'autres la book fort. Et après, on verra donc la boucle do while. Et c'est quand on a fini ça qu'on va parler des caractères et chaînes de caractères. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, apparemment, les gens ne disent rien, donc ça veut dire... Bon, donc, c'est vrai que vous devez disposer de ces fichiers le plus rapidement possible pour permettre aussi de suivre quoi, de revoir ce qui a été fait dans la semaine. Bon, je m'engage à donc, transmettre ces vidéos à M. Khan, c'est Khan qui est le responsable pédagogique de la licence, et donc comme ça, qu'il puisse la partager via Google Drive. C'est bon pour aujourd'hui? Donc, je vous souhaite tous un excellent week-end, et merci beaucoup. Et on continuera la série d'exercices, donc sur ces books forts, mardi prochain, vous avez compris. Ne vous inquiétez pas, on en fera beaucoup. Excellent week-end à tout le monde. Voilà. Et à mardi prochain, si peut être. Donc, je vais arrêter la vidéo, la produire. Voilà. La produire et ça sera disponible donc au prochain cours. Merci, bon week-end.